C'est bon. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Je pense que vous nous entendez et vous nous voyez bien. Ce que je vous propose, donc il est 13h pile, donc je vous propose qu'on démarre tout de suite ce webinaire. Donc déjà, bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire donc consacré à l'intelligence artificielle et au métier de la qualité. Nous avons passé 45 minutes ensemble pour parler de 4 cas d'usage concrets donc sur le sujet de l'IA et la qualité. On a prévu à la fin de la session un petit temps de questions-réponses. Donc, il y a un chat disponible tout au long du webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. Et puis, on reprendra les questions dans l'ordre et on y reviendra à la fin de la présentation. Voilà, donc surtout, n'hésitez pas à partager vos interrogations. Alors, donc, moi, je suis Marie Pommier, directrice produit et marketing chez Calnet, qui est donc un éditeur de logiciels spécialisé dans la dématérialisation des démarches qualité. Et j'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Anthony Delès, que vous connaissez certainement. Donc, je vais laisser se présenter. Bonjour Marie, et merci de m'inviter à intervenir pour ce webinaire sur l'IA et la qualité. Donc moi, c'est Anthony Delès, je suis auditeur, consultant et formateur en management de la qualité, sécurité, environnement. Et donc, je suis le créateur d'une méthode en ligne, de programme en ligne d'apprentissage sur la QSE, CoachMe QSE. Alors, rapidement en introduction, on va revenir sur le pourquoi de ce webinaire qui s'inscrit donc dans une démarche globale qu'on a initiée chez Calnet il y a plusieurs mois maintenant, depuis l'automne 2024, où on avait lancé une grande enquête en ligne pour savoir, en fait, un peu connaître l'état des lieux de l'usage de l'intelligence artificielle par les professionnels de la qualité que vous êtes. C'est une enquête que l'on reconduira en 2025, donc n'hésitez pas à suivre notre actualité sur les réseaux, notamment sur LinkedIn, si vous voulez aussi faire entendre votre voix sur l'édition 2025 de l'enquête. Puis on avait présenté avec Anthony dans un premier webinaire les résultats de cette enquête en fin d'année 2024. Et puis ensuite, on a publié l'intégralité des résultats de l'enquête dans un baromètre qui est disponible en téléchargement gratuit sur notre site web. On va vous mettre dans le chat le lien de ces deux ressources, donc le replay du webinaire qui est disponible sur YouTube et le baromètre si vous souhaitez le télécharger. On vous donnera aussi également, je ne l'ai pas précisé, mais le support de la présentation dans le chat, donc vous aurez toutes les slides à votre disposition. On va commencer tout de suite avec la partie idées reçues sur l'IA pour qu'on soit bien en face tous sur ce dont on parle quand on parle d'IA. Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont fausses. Dans les choses qui sont vraies à avoir en tête, c'est que l'IA apprend à partir de données, c'est-à-dire qu'elle ne crée rien, elle n'invente rien, voilà, elle calcule. Et donc, l'IA ne pense pas comme un être humain, l'IA n'a pas d'émotion, de conscience, d'intention. Elle calcule à partir de données sur lesquelles elle a apprise. Pour autant, l'IA a besoin d'humains pour fonctionner, pour la concevoir, la superviser et la corriger si besoin. Voilà. Est-ce que tu veux ajouter des choses, Anthony, sur cette partie des idées reçues, des choses vraies de l'IA? Tu as tout dit sur les choses vraies. C'est vrai que il faut pas oublier que c'est quand même l'humain qui va donner des directives à l'IA pour s'activer, et c'est l'humain qui va donner des informations à l'IA pour qu'elle puisse exécuter des requêtes qu'on va lui demander. L'IA a une base de connaissances énorme et c'est là l'intérêt aussi que de bien définir son besoin pour éviter que, on le verra peut-être un peu plus tard, mais que l'IA fasse des hallucinations, comme on dit, donc fasse des réponses à côté ou inventées. Donc c'est là où il faut faire attention, justement. Voilà, donc effectivement, dans les choses fausses, le fait que l'IA comprend ce qu'elle dit, non, effectivement, et que l'IA est infaillible, effectivement, elle peut commettre des erreurs, parfois même des incohérences complètes. Et donc, l'IA n'est pas objective, notamment parce qu'elle reflète les biais des données sur lesquelles elle a apprises, tout simplement. Voilà. Et aussi, on peut rajouter le fait que l'IA, par défaut, n'aime pas ne pas savoir. Donc, attention aux réponses qu'elle vous donne. Parfois, elle va les inventer en quelque sorte, ou en tout cas, répondre un petit peu à côté pour montrer qu'elle sait. Donc ça, faut faire très attention aussi. Et une dernière croyance, le fait que de résumer l'IA à ChatGPT, en fait, ChatGPT, c'est une sorte d'IA, mais il en existe plein d'autres.
Et justement, ChatGPT, c'est une sorte d'IA qu'on appelle l'IA générative, générative parce qu'en fait, c'est voilà une catégorie d'IA qui permet de créer des contenus à partir de données et d'instructions. Mais ça n'est qu'une sorte d'intelligence artificielle. Oui, il y en a plusieurs autres qu'on n'abordera pas ici, mais quand vous êtes sur des plateformes comme Netflix, quand on vous fait du contenu suggéré, c'est une sorte d'IA. Quand vous avez la reconnaissance faciale, c'est une sorte d'IA. Siri ou Alexa sont des sortes d'IA. Un robot aspirateur qui apprend à cartographier la pièce pour éviter de tomber dans les escaliers ou des choses comme ça, bah, c'est une autre sorte d'IA. Là, on parle bien d'IA générative pour ce webinaire. Voilà. Et donc l'IA générative, c'est une IA avec laquelle on interagit via des instructions que l'on appelle des prompts, en fait, c'est-à-dire le dialogue qu'on instaure avec ce type d'IA. Alors un dernier petit point de vocabulaire sur lequel on voulait revenir, parce qu'on y reviendra en fin de présentation, c'est ce qu'on appelle les assistants. Les assistants, c'est des programmes qui permettent de dialoguer avec une IA générative sur une problématique ou un sujet en particulier. Et donc, c'est vraiment une forme de dialogue, de questions-réponses et d'échanges. Et donc, on y reviendra à la fin de la présentation pour vous présenter quelques assistants qualité qui existent déjà. Alors, quelques outils d'IA générative, donc je l'ai déjà évoqué, un ChatGPT qui est quand même l'outil qui a, je dirais, démocratisé, en tout cas porté à la connaissance du grand public l'IA, notamment l'IA générative, mais il en existe d'autres. Il y a aussi Copilot, qui est l'IA de Microsoft, intégrée notamment dans la suite Office. Et puis Mistral, dont on a entendu parler pas mal ces derniers mois dans l'actualité, édité par une société française. On va retrouver aussi d'autres typologies d'IA comme Claude, qui a une particularité, c'est de traiter un volume d'informations très important, peut-être plus qu'aujourd'hui que Mistral ou Copilot, par exemple, et qui peut vous générer des petites applications, des petits programmes. C'est assez intéressant, c'est assez ouvert à l'innovation. Perplexity, lui, qui a plutôt une particularité, c'est d'aller sourcer les informations et vous donner les sources en temps réel captées sur Internet. Donc, c'est intéressant puisqu'on peut aller rapprocher la réponse de l'IA par rapport à la source où elle est allée chercher l'information. Et NotebookLM a une particularité, c'est que vous allez lui donner des documents ou des liens de site Internet ou liens web. Et NotebookLM ne fera des recherches et répondra à vos questions que sur les liens ou les documents qu'on lui a donnés. C'est assez intéressant quand on a un gros volume de données à traiter, à gérer. Voilà, on peut questionner tous les documents associés. C'est intéressant. Alors, on finit cette introduction et on va rentrer donc dans le cœur du sujet, les 4 cas concrets d'exemples. Vraiment, alors ce webinaire, on en a eu l'idée aussi, pas tout seul, hein, c'est à la fin du premier webinaire qu'on avait fait en décembre, quelqu'un nous avait posé la question dans le chat en nous disant mais est-ce qu'on pourrait avoir des idées, des cas concrets de ce qu'il est possible de faire. Donc c'est à partir de ça qu'on a construit ce webinaire. Et donc là, l'idée vraiment, c'est de vous expliquer un peu la méthode qu'on a suivie, les prompts qu'on a utilisés, les instructions et les résultats qu'on a obtenus. On va commencer tout de suite avec le premier cas sur la gestion de la documentation qualité et je vais laisser la parole à Anthony sur le sujet. Merci Marie. Donc, on a fait ce choix des 4 cas qu'on va vous présenter. On peut en avoir plein d'autres. Peut-être qu'on fera d'autres webinaires dessus. On verra ça, Marie. En tout cas, voilà. Là, ce premier cas, c'est la rédaction d'une procédure. Donc, en fait, j'avais besoin de l'IA. Donc, je vous explique un peu. Je fais comme un storytelling. Je me mets à la place de l'utilisateur directement. Donc, moi, j'appartiens à une entreprise. J'ai besoin de créer des procédures adaptées à mon entreprise. Donc, qu'est-ce que je dois faire dans un premier temps? C'est peut-être donner des informations à l'IA sur quelle est mon entreprise. Alors, on peut l'anonymiser, bien entendu, hein, toute la documentation qu'on donne à l'IA pour des soucis de confidentialité. On pourrait donner un manuel qualité, manuel QSE, une présentation générale de l'entreprise, et puis un sommaire type d'une procédure qu'on a l'habitude d'utiliser, le sommaire type de mon entreprise. Donc, je donne ça à l'IA, et donc là, c'est ChatGPT en l'occurrence, et je lui adresse cette directive-là, ce prompt-là. Donc, tu vas devoir me proposer une procédure sur le traitement des non-conformités dans mon entreprise en respectant le plan type en pièces jointes. Pour ça, procède par itération avec moi. Donc, je vais demander à l'IA qu'elle fonctionne dans un système de questions-réponses comme une vraie discussion pour éviter que d'avoir une liste de questions auxquelles il faut répondre après. Là, question une à une, réponse une à une. Donc, c'est vraiment ce que je souhaite de l'IA. Donc,
Procède par itération, pose-moi toutes les questions dont tu as besoin pour rédiger ensuite la procédure. Une question, une réponse, une interaction par information. Donc ça, c'est important. Voilà, je souligne bien ce prompt-là pour montrer que j'ai été très précis avec l'IA pour qu'elle interagisse avec moi comme un humain. Alors pour ce cas qu'on vous montre, tu peux passer la diapo. Pour le cas qu'on vous montre, j'ai fait le choix de créer une entreprise fictive. Donc tout ce qui est noté dans cette présentation est fictif. L'atelier Boisson est une proposition générée par l'IA d'une entreprise qui s'appellerait l'atelier Boisson, qui fait du bois, qui vend des meubles en bois. Et donc, l'IA me répond, d'accord, nous allons construire une procédure sur le traitement des non-conformités pour l'atelier en question, en respectant le plan type issu du fichier que tu m'as donné. Et là, il va commencer par me poser quelques questions. Donc, la première que l'IA m'a posée, c'était souhaites-tu également qu'on intègre les signaux faibles, donc les presque non-conformités? Voilà, on a passé, il y a eu une dizaine de questions qui ont été posées. J'y ai répondu à chacune d'entre elles. Pour certaines, j'avais plus de difficultés à répondre que d'autres, donc j'ai dû aller chercher quand même quelques informations. Et à la fin, ChatGPT me propose une procédure dans son intégralité. Et moi, ce que je souhaite, c'est l'avoir en format Word, c'est quand même mieux. Donc je lui dis, génère-moi cette procédure au format Word. Et donc, ChatGPT m'a proposé un lien de téléchargement qui m'a permis de télécharger le document que vous allez voir à l'écran, une partie du document. Donc là, on voit bien que, et moi je le sais, vous n'avez pas vu le sommaire type, mais on voit bien que ça répond à mon sommaire type, un sommaire très classique de procédure, mais vous pouvez adapter avec le vôtre. Donc l'objet, la référence, les définitions, qui fait quoi dans le traitement des non-conformités, et la description du processus, en tout cas une partie. J'aurais pu aller plus loin en demandant à l'IA d'être encore plus dans la rédaction, créer plus de phrases, augmenter le niveau de détail de la procédure. Et là, en interagissant avec elle, je vais arriver à mes fins, à savoir est-ce que je veux une procédure qui est plutôt réduite, plutôt précise. Voilà. Et ça, c'est dans mon questionnement avec l'IA, dans mes échanges avec ChatGPT, que je vais pouvoir choisir ce que je souhaite réellement. Voilà pour ce premier exemple. Alors, il y a un deuxième exemple qui est toujours dans le cas numéro 1. C'est la réponse à une réclamation client. Donc, j'ai reçu une réclamation client, comme quoi je m'étais trompé visiblement. En tout cas, mon entreprise s'était trompée dans la livraison d'un meuble qui mesure 1,80 m au lieu d'1,60 m. Là, j'ai un problème. Donc, je vais essayer d'utiliser l'IA pour plusieurs choses. D'une part, pour répondre à la réclamation, mais pour y répondre, encore faut-il que j'ai un peu plus d'informations sur le pourquoi de cette problématique, de cette non-conformité. Là, j'ai fait le choix de demander à ChatGPT de me détailler l'analyse des causes de cette réclamation dans un ordre particulier. Donc, j'ai activé des outils de résolution de problèmes. Le premier, c'est le QQOQCCP. J'aimerais que l'IA m'aide à déterminer bien le qui, quoi, où, quand, comment, combien, pourquoi. À partir de là, on va commencer à actionner une analyse de cause via le 5M, ou le diagramme d'Ishikawa, ou d'arête de poisson, vous l'appelez comme vous voulez. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de détecter les causes par famille, milieu, main-d'œuvre, méthode, etc. Et par thématique du 5M, que l'IA me pousse. Alors, il y a une faute d'orthographe, je le vois là dans mon prompt, ça va, l'IA l'a pris en compte quand même. Les 5 pourquoi. Donc les 5 pourquoi par thématique du M. Donc à la fin, je lui demande quand même d'interagir avec moi, pareil, pour avoir un vrai questionnement, un vrai échange avec ChatGPT pour que derrière j'arrive à mes fins. Ce qui me permet, en deuxième page, de voir ce que me répond ChatGPT. Donc là, on voit bien, d'accord, on va faire le QQQCP, le 5M, les 5 pourquoi. Je te poserai des questions à chaque étape pour affiner, etc. J'échange, et puis à la fin, j'arrive à détecter des causes profondes que je n'aurais peut-être pas pu identifier tout seul, déterminer tout seul. Si une analyse de cause se fait pas seul, on le fait en équipe. Et à la fin, je lui dis, voilà, tu vas me résumer tout ça, tu vas reprendre l'intégralité de tout ce qu'on a vu ensemble, et tu vas me lister la réclamation telle qu'elle est, l'analyse des causes, le courrier de réponse au client, et pourquoi pas un plan d'action à engager. Ce qui fait que moi, l'analyse des causes et le plan d'action, ça me permettra d'alimenter mon plan d'amélioration continue. Et en même temps, je vais avoir une réponse précise à apporter à mon client, qui est en page suivante. Donc voilà la réponse enrichie par l'IA. Donc on voit bien que l'IA va reprendre une partie excuse. Voilà, il y a un problème, on s'excuse. Rappeler la problématique rencontrée et derrière proposer des choix. Ce qui est intéressant aussi dans ce qu'a fait l'IA, ce qu'a produit l'IA en termes de réponse, c'est qu'elle va montrer que la réclamation du client nous a permis
d'engager des actions en interne pour éviter que ces problématiques se reproduisent. Donc là, on vient rassurer le client sur notre capacité à nous améliorer, à faire du retour d'expérience pour éviter à l'avenir ce genre de problématiques. Voilà un exemple concret de réponse à une réclamation client. Merci beaucoup pour ces deux exemples sur la question de la gestion des documents qualité, notamment sur la réponse à la réclamation. C'est vrai que rédiger un courrier, etc., c'est des éléments qui peuvent être un peu longs, faire une analyse de cause aussi. Donc voilà, on voit clairement que ça peut donner des idées, en tout cas d'utiliser ce type d'outils dans ce type de contexte. Moi, je vais vous parler maintenant d'un cas numéro 2 qui est la création de supports de formation ou d'information avec un exemple concret sur le fait de générer un quiz à partir d'un document, un document du système de management de la qualité, et un quiz qui sera soumis aux nouveaux arrivants dans le cadre de leur intégration. L'objectif, en fait, c'est de valider que un nouveau collaborateur qui rejoint la société a bien lu et surtout compris le document. Donc, le prompt utilisé, c'est à partir d'un manuel qualité, qui est donc un document de référence dans un SMQ. Aide-moi à produire un quiz. C'est toujours intéressant dans les instructions de donner des éléments de contexte et d'objectifs. Donc là, j'avais précisé que le quiz était à viser des nouveaux arrivants de la société. C'est intéressant de le préciser, pour savoir que le niveau de connaissance attendu voilà, et pas forcément celui d'un expert qui connaît l'intégralité de l'organisation, que l'objectif, donc, c'est de valider la compréhension du document. Et puis, j'ai précisé aussi le résultat que j'attendais quand c'est possible, quand on sait exactement ce qu'on veut, c'est intéressant de le spécifier aussi. Donc là, que j'attendais un QCM avec 10 questions maximum. Et donc voilà la réponse fournie par ChatGPT sur la base du manuel qualité de Calnet. Et on voit que les questions sont assez intéressantes. Les réponses sont justes, donc les réponses qui sont signifiées par les petites coches vertes sont justes. Hein, donc effectivement, Calnet existe depuis 1997 et notre suite logicielle s'appelle Intracal. Donc il y a des questions d'ordre générique autour des dates, etc., la création de la société, et des choses un petit peu plus précises sur notre management de la qualité, qui en est le responsable, etc. Donc là, je vous ai mis la capture des 5 premières questions. Mais voilà, il a bien respecté la consigne des 10 questions, et les 10 étaient intéressantes. Après, elles sont pas forcément à prendre au pied de la lettre, on n'est pas obligé de conserver les 10, etc. Mais ça donne une idée d'une dizaine de questions. J'aurais pu lui en demander 20, 30 et puis après piocher pour faire un choix. Mais voilà, là, dans le cadre de l'exemple, ça vous donne une idée voilà, du type d'usage qu'on peut avoir. Et j'ai fait le même exercice avec Copilot pour vous montrer un peu la différence entre les deux solutions. Les questions sont différentes. Alors là, j'avais pas spécifié dans le prompt que je voulais un quiz avec 10 questions, en tout cas un QCM avec 10 questions, pardon. Et donc, on a des questions qui sont ouvertes. Alors, les premières questions sont très génériques et concernent pas spécialement Calnet. C'est quoi un SMQ? C'est quoi une JED? Voilà, c'est des questions génériques qui peuvent concerner tout type d'organisation. Par contre, après, on arrive bien sur des questions très spécifiques. Alors, on retrouve la question de l'année. Voilà, je pense que les dates, les chiffres, c'est des choses qui sont assez vite repérées et piochées. Et puis après, voilà, des questions ouvertes, mais qui tournent sur le même sujet, qui est le responsable du système de management de la qualité, etc., etc., avec les réponses associées. Donc, qui sont des questions plus ouvertes, donc des réponses un petit peu plus formalisées. Mais on voit que ça propose aussi des questions. Moi, le bilan que je fais de ça, alors, je dirais le gain de temps, mais c'est un peu pour moi, c'est un peu l'argument un peu facile et simple de dire l'IA, ça fait gagner du temps, c'est un raccourci qu'on entend pas mal et moi, avec lequel je suis pas forcément très à l'aise. Ça fait gagner du temps, oui et non. Déjà, la question, c'est est-ce que j'aurais pris le temps, nous aurions pris le temps de faire ce quiz sur un manuel qualité pour s'assurer de sa bonne compréhension par les nouveaux arrivants? Pas sûr. Donc, en fait, si c'est un travail que je faisais pas et que je me mets à faire, forcément, ça me prend un peu plus de temps. Mais moi, je trouve que ce qui est vraiment intéressant, c'est que les questions que ça me génère, ça me permet de piocher dedans et de construire moi-même un quiz que je trouve adapté, parce que ça reste malgré tout des propositions de questions génériques. Il y a peut-être des points très spécifiques de notre système de management de la qualité qui sont extrêmement importants pour tel profil de collaborateur ou tel profil de collaborateur. Et donc, je veux intégrer une question particulière pour voilà, sur ce point précis. Et ça, en fait, il y a que moi qui peux le savoir en tant que responsable de processus. Donc, pour moi, c'est l'apport de l'intelligence artificielle sur ce type d'outil, c'est vraiment une aide, un assistant
parce qu'il y a des questions peut-être très simples auxquelles j'aurais pas pensé parce que je connais bien notre système de management de la qualité. Donc ça me donne ces questions-là. Et pour autant, c'est pas à faire. Pour moi, c'est pas un copier-coller des 10 questions proposées par ChatGPT sans se poser de questions. C'est vraiment se donner des idées, se faire une première base pour ensuite construire un résultat avec une valeur ajoutée qui est différente de celle qu'on aurait pu avoir si j'avais fait l'exercice seul de produire ce quiz-là. Voilà. Je voulais faire cet aparté parce que pour moi, le sujet avec ChatGPT, on gagne du temps. Je trouve que c'est réducteur et la valeur se situe pas forcément que sur ce bénéfice-là immédiat. Parce que t'en penses, Anthony? C'est très bien que tu en parles parce qu'effectivement, on le verra dans un de mes exemples, je parle aussi d'un gain de temps. Mais si on s'arrête qu'au gain de temps, je pense qu'on se trompe. Voilà, comme tu l'as dit, l'IA permet de gagner en pertinence. Peut-être que dans le même temps imparti, on va être plus pertinent. Donc, on ne gagnera pas forcément de temps. À terme, avec une automatisation, un système bien rodé, oui, ça permettra de gagner du temps sur des tâches en fait sans valeur ajoutée, répétitives, fatigantes, peut-être pour nous laisser de la place mentale et du temps pour se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée, pour lesquelles on est compétent et qu'on aime faire. C'est là l'intérêt aussi. Donc, je te rejoins totalement là-dessus. Alors, on va passer au troisième cas, qui est un cas vraiment plus complet, avec une histoire complète, d'un cas réel. Donc, je vais te laisser nous en parler. Alors, j'ai un petit bug de connexion. Là, ça va? Tu m'entends? Oui, très bien. Ah, ok. Alors, parfois, je coupe. Je ne sais pas pourquoi, j'ai des coupures. Oui, donc dans le cas 3, l'objectif, c'est de retranscrire des enjeux. Donc, imaginez, vous êtes dans votre entreprise, vous êtes en train de travailler avec votre direction dans la détermination des grands enjeux de votre structure, hein, conformément à ce qui est demandé par les normes QSE, notamment ISO 9001. Donc là, ce cas va faire appel à 2 IA différentes. Donc la première que vous connaissez bien, qui est ChatGPT, la seconde qui commence à être bien connue, qui s'appelle Gamma, qui permet de créer des présentations. Alors, ce que j'ai fait, tu peux aller à la suivante. Hop, non, là on est allé trop loin, je crois. Voilà, c'est là, c'est moi qui ai appuyé sans faire exprès, je crois. Donc, la première chose déjà, c'est que l'IA ne va pas bosser sur rien. Donc, il va falloir que je travaille en amont quand même. Donc, j'ai animé une réunion avec la direction de l'entreprise. Je me suis basé sur une technique de questionnement qui se base sur l'outil Pestel, donc pour déterminer les enjeux politiques, économiques, sociologiques, technologiques, écologiques et légaux. Donc là, c'est mon travail d'animateur, de facilitateur. Hein. Voilà. Et à la fin, j'en ai tiré un tableau blanc. Donc j'ai écrit sur le tableau blanc pendant la séance. Alors, vous voyez que sur le tableau, je me suis pas forcé à bien écrire quand même. C'est pas une écriture super facile à lire. Et j'ai voulu tenter l'expérience, forcément, et donner ce tableau à ChatGPT pour qu'il en fasse une analyse. Donc j'ai donné la photo à ChatGPT, je l'ai mis en pièce jointe de mon prompt. Et je lui ai dit, fais une analyse fine du contenu écrit de cette image. Ensuite, regroupe les éléments par éléments du pestel. Et je l'informe aussi du contexte. Je lui dis que ça a été réalisé, cette analyse, dans le cadre d'une démarche qualité selon l'ISO 9001. Donc là, l'IA a commencé à reproduire ce que j'avais écrit, à le mettre en forme, etc. Donc très bien, j'étais assez satisfait de ce qu'elle a fait. J'ai juste dû corriger une ou deux choses par une interaction. Et puis maintenant, je lui dis, je veux que tu me proposes, encore une faute d'orthographe, dis donc, je vais beaucoup trop vite quand je crée des prompts, surtout que normalement, je n'aime pas les fautes d'orthographe. Je veux que tu me proposes un plan détaillé ainsi que le contenu d'une présentation PowerPoint en 7 diapos, une intro et une par thème du pestel. Ça tombe bien, il y a 6 thèmes dans le pestel, donc 6 plus 1, ça fait bien 7 slides. Donc là, je lui ai ordonné de faire ça. ChatGPT m'a créé donc un plan, et ce plan, je l'ai copié. Je suis allé sur le site de Gamma. J'ai demandé une génération de présentation en collant juste le texte que m'avait donné ChatGPT. Et Gamma s'est activé. Donc, il y a quelques réglages à faire, hein, quelle forme je veux, etc. Mais c'est quand même assez accessible, très accessible. Et à la fin, Gamma m'a proposé une présentation que je peux exporter en PDF ou en PowerPoint, ce qui fait que si je veux y apporter des modifications, je repasse par mon bon vieux PowerPoint et je fais des changements graphiques, je rajoute des documents, des photos qui nous sont propres, etc.
Mais en tout cas, cette présentation a été utilisée ensuite en réunion de direction de Codir pour présenter les grands enjeux de la structure. Donc, on a enlevé la première diapo, qui était plutôt une diapo qui expliquait pourquoi on fait une analyse des enjeux. Mais ensuite, chaque thématique du Pestel a bien été reprise par une diapo. Voilà. Alors, c'est assez intéressant, surtout que Gamma, bon, vous avez la possibilité de l'utiliser gratuitement. Vous avez un nombre de crédits qui vous est attitré. Puis après, comme tout IA accessible, il peut y avoir des limites en termes d'utilisation. Et donc après, il y a une version payante. Mais déjà en gratuit, on peut quand même s'amuser pas mal avec. Alors, est-ce que tu peux nous faire un peu le bilan général de ce cas d'usage? Le bilan général, c'est que pour moi, ça a réorganisé mes idées. Donc, je pense que j'ai passé moins de 30 minutes à faire tout ça. Alors, au début, on met un peu plus de temps, on discute avec l'IA, on se familiarise avec le prompt aussi. Mais en tout cas, j'y vois plein d'intérêt pour la retranscription de choses écrites, d'analyse photographique aussi. Imaginez que vous soyez dans votre atelier, vous devez évaluer les risques. Donc là, je pars dans une autre dimension, je suis plus trop en qualité, mais je suis en sécurité. Vous prenez une photo de votre atelier et vous demandez à ChatGPT d'analyser, vous dire, tiens, là, il manque l'extincteur, là, peut-être que le passage n'est pas bon. Ah, je sens. Donc, ça a une réelle valeur ajoutée pour retranscrire ce que vous pouvez écrire, ce que vous pouvez observer. Et forcément, moi, la mise en forme, c'est pas que j'aime pas, j'adore mettre des textes en forme, etc. Mais je passe du temps. Alors que là, j'ai quand même un gain de temps sur des tâches qui sont peut-être à moins forte valeur ajoutée. Et donc, ça m'a aidé aussi à organiser correctement les données. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très intéressant. Voilà, pour améliorer encore la pertinence du rendu au final. Oui, donc ça rejoint un peu ce que je disais, hein, le fait que finalement, au-delà du gain de temps, c'est de se dire on a été peut-être plus loin dans l'analyse, on a eu d'autres idées, ça nous a aidé à structurer les choses et donc le résultat qu'on produit, le livrable final en fait, est avec une valeur alors supérieure, c'est dur à dire, mais en tout cas différente et on sort un peu peut-être de ce qu'on aurait imaginé seul et donc ça nous pousse un peu en fait dans nos questionnements et nos retranchements, voilà, pour se poser les bonnes questions et donc peut-être passer plus de temps sur de l'analyse à plus grande valeur ajoutée, quoi. Complètement. Alors, on va passer au quatrième cas. Et donc, je vais reboucler avec ce que je disais en introduction. Je vous parlais des assistants qui sont donc des programmes qui permettent d'interagir avec des IA génératives sous forme de questions-réponses, donc de dialoguer sur des problématiques ou des sujets précis. Donc là, je vous ai mis à l'écran trois exemples d'assistants qualité qui existent déjà sur ChatGPT. Donc, on va vous mettre les liens de ces assistants dans le chat. Donc, ce sont des assistants qui sont conçus par des créateurs. Alors, il y en a certains qui sont créés par Anthony, mais pas que. Hein. Il y a aussi Laurence Amitié qui en a créé un, notamment sur les causes racines. Donc, ils sont accessibles librement et gratuitement. Donc, les trois là qu'on a choisi de vous présenter. Le premier, c'est sur la détermination des enjeux QSE. Donc, c'est vraiment un assistant pour prendre de la hauteur sur son système qualité avec une approche globale vraiment sur les enjeux. Le deuxième qui est donc sur les causes racines, donc c'est vraiment un assistant méthodologique qui va vous poser des questions sur une situation rencontrée pour faire une analyse de causes profondes et donc dérouler une méthodologie. Donc ça, c'est un assistant qu'on peut être amené à utiliser assez régulièrement au fur et à mesure des anomalies ou des problèmes que l'on rencontre. La même chose sur la résolution de problèmes qui est vraiment un questionnement méthodologique. Donc vous allez décrire une situation, on va vous demander des précisions, etc. Puis vous allez interagir comme ça pour arriver à la fin sur une analyse complète. Encore une fois, l'analyse qui vous est faite à la fin, elle n'est pas forcément à prendre pour argent comptant, il faut exercer son esprit critique. Il y a tous les biais et toutes les idées reçues qu'on a évoquées au départ qu'il faut toujours garder en tête, évidemment. Il y a la question de la confidentialité des données, c'est évident, mais ça peut donner des pistes, éclairer un peu, se dire « Ah oui, ça, j'y ai pas pensé, il y a peut-être quelque chose à creuser, etc. » Donc l'idée c'est d'utiliser ce type d'assistant, c'est un assistant, un compagnon quotidien pour réaliser différentes tâches. Donc voilà, je ne sais pas si les gens qui participent à ce webinaire avaient déjà connaissance de ces assistants. C'est vrai que on a déjà eu l'occasion de les partager plusieurs fois sur les réseaux. Mais moi, ça m'intéresserait de savoir si dans l'absolu, ce type d'assistant qualité, c'est des choses qui pourraient
vous intéresser, si vous y voyez un intérêt. Et donc, on va lancer un petit sondage dans le chat pour vous demander si ce type d'assistant vous intéresse. Il vous suffit de cocher, de répondre oui ou non dans le sondage qui apparaît dans le chat. Parce que c'est, nous, un sujet qui nous intéresse beaucoup, sur lequel on réfléchit chez Calnet. Et donc, je serais curieuse d'avoir votre ressenti, tous les participants, un peu à chaud sur ce type de programme. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Anthony ? C'est vrai que ces assistants, donc, vous allez les spécialiser dans un domaine. Alors, vous pouvez avoir des assistants généralistes. Hein. J'en ai notamment créé un aussi qui est un consultant généraliste en QSE qui va répondre aux questions générales sur le QSE. Mais bien entendu, derrière ces GPT ou ces assistants, il y a une base de données, il y a une base de connaissances, il y a des prompts très spécifiques qui sont créés pour que la réponse soit la plus adaptée, la plus pertinente possible. Donc, c'est là où vous pouvez y trouver un intérêt. Et vous pouvez créer le vôtre aussi. Ça peut être intéressant pour du travail personnel de se dire, bon, bah voilà, je vais donner quelques informations. Alors, à vous de choisir après en version pro. Paraît-il que la confidentialité des données est meilleure chez ChatGPT. Donc, quand vous passez en version entreprise, bon, moi, j'ai aucun moyen de le savoir. Et donc, j'ai toujours un peu de limite quand même à cette notion de confidentialité, de protection de la donnée. Donc, j'essaie d'anonymiser un maximum. Mais vous pouvez créer le vôtre qui pourra vous aider sur des tâches très précises. Je pense à une petite veille réglementaire très sectorielle, très particulière. N'oubliez pas aussi que vous avez les instructions générales les instructions spécifiques dans ChatGPT que vous pouvez paramétrer pour que l'IA justement vous réponde comme vous le voulez. Donc tout ça, c'est ça apprivoiser cette IA, créer vos propres agents, créer vos propres projets. Ça peut être des choses qui vous permettront d'avoir de meilleures réponses seulement par rapport à une question très classique qu'on pourrait poser à l'IA. Là, on peut pousser le prompt pour avoir quelque chose de très précis. Très bien. Eh bien, il nous reste un petit peu plus de 10 minutes pour les questions-réponses. Hein. C'était une volonté de notre part aussi de laisser un temps d'échange assez important. C'est vrai que sur le premier webinaire, on a été un peu juste sur les questions-réponses. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans le chat qui ont été posées ? Oui, je vais vous envoyer sur Teams. J'ai pas Teams. Alors, Alors, les questions. Ces différentes IA sont destinées à quel domaine Alors, je pense que c'était en référence aux 6 IA qu'on a pu montrer. Oui, c'est ça, aux 6 IA qu'on a présenté. C'est des IA généralistes, ChatGPT, Mistral, Copilot. Et pareil pour les autres, Claude, Perplexity, Notebook LM. Pour moi, c'est généraliste et pas spécialisé sur un domaine d'activité particulier. Non. Après, c'est l'usage que vous allez en faire. Parfois, je préfère utiliser Claude pour avoir une représentation visuelle de ce que je souhaite comme réponse. Donc, ça va créer ce qu'on appelle des artefacts, donc des mini-applications que vous pourrez utiliser, tester. Ça rend visuel les choses, c'est intéressant. Si je veux une grosse analyse de données, c'est pareil, je passerai plutôt par Claude ou par Gemini, dont on n'a pas parlé, qui est l'IA de Google. Donc, en fonction du besoin un peu plus précis que du généraliste, je vais pouvoir activer des IA plus que d'autres. Un exemple typique, c'est que parfois, quand j'ai besoin de travailler sur un sujet, je vais d'abord aller voir Perplexity qui va me sourcer des informations, ce qui me permettra ensuite d'avoir un sourcing d'informations qui est plus clair. Et après, je passerai avec ChatGPT pour échanger sur ces sources d'infos. Donc voilà, on peut associer les IA et puis après Gamma, si je veux en faire une présentation. Donc, on peut associer les IA comme ça, parce que certaines, vous verrez, vous aurez plus d'affinité avec certaines d'entre elles, parce qu'il y en a qui sont un peu plus spécialisées dans certains domaines. Voilà. Bien. Alors, à l'inverse, là, c'était sur le cas de la procédure, peut-on lui demander d'utiliser des outils qualité comme le Logigram pour notre procédure ? Alors, on peut la création de Logigram, elle n'est pas folle sur ChatGPT. Elle va vous créer peut-être une image. Je pense que j'ai vu qu'il y avait un commentaire sur la charge environnementale. La génération d'une image est quand même énorme. Je ne crois pas que ChatGPT vous aidera tant que ça à générer un workflow joli. Je ne passe pas par lui en tout cas. Je le fais moi-même si j'ai un workflow vraiment à faire. Je vais lui demander par contre de me détailler les différentes phases par une réponse écrite. Et ensuite, moi, je vais faire de la mise en forme. Voilà. Est-ce que Gamma peut être utilisé gratuitement ? Donc ça, on y a répondu. Effectivement, il y a une version gratuite avec un nombre de crédits limité, mais ça, c'est possible de créer son compte et de démarrer comme ça. Et puis après, il y a des formules
payante. Comment est traitée la question de la confidentialité des données de l'entreprise, notamment sur des présentations de sujets stratégiques? Donc ça aussi, on l'a dit, hein, effectivement, sur ce type d'outils en ligne. Avec la version pro payante, il y a une option qui dit je refuse de partager mes données. Après, dans quelle mesure le fait de cocher cette question c'est respecté, on ne sait pas. Voilà. Alors après, vous avez Mistral, justement, on en a parlé, qui peut-être a plus de défauts en termes de réponse, mais est très rapide dans la réponse. Et vous pouvez l'isoler sur votre serveur, dans vos bases de données internes. Ce qui fait que là, la confidentialité est très, très élevée. Alors, ne me demandez pas techniquement comment il faut le faire. Je ne suis pas du tout technicien là-dessus. Mais vous pouvez isoler Mistral, donc ça devient intéressant, puisque après, elle va apprendre de ce que vous lui échangez, ce que vous lui donnez. Voilà l'intérêt que ça a. Après, ChatGPT en version entreprise, oui, il y a une garantie, mais je ne sais pas jusqu'à quel niveau. Et par contre, chez Microsoft ou Google, je sais que si on peut aller jusqu'à des accords de confidentialité, de sauvegarde de données intra-Union européenne, avec des engagements RGPD. Voilà. Après, ça, c'est pareil, comment on contractualise, je n'ai pas l'info précise. Et puis c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'entreprises. Voilà, nous par exemple au sein du groupe Reliance, c'est un sujet. Le fait d'avoir des bulles isolées, même des versions de ChatGPT hébergées sur des serveurs privés, cloisonnés. Il y a quand même de plus en plus d'entreprises qui se lancent dans cette démarche-là pour sécuriser les données. Mais c'est effectivement un sujet, la confidentialité, la protection des données, à avoir en tête quand on utilise ce type d'outils en ligne, a fortiori sur des versions gratuites. Dans le cadre d'une démarche QSE, quid de l'empreinte environnementale de l'IA et de la consommation énergétique? Alors ça, clairement, ce ne sont pas des technologies à faible empreinte environnementale, on le sait. Donc, dans le cadre d'une démarche QSE ou RSE, c'est effectivement un sujet. En fait, un prompt, un prompt classique sur ChatGPT est 10 à 30 fois plus énergivore qu'une recherche Google, à peu près, dans ce qu'on arrive à évaluer. Sans compter la ressource en eau qui est utilisée, qui est énorme. Donc c'est vrai que c'est une réelle problématique. Il y a beaucoup de sujets de discussion pour créer une IA responsable. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, mais en tout cas, on essaye un maximum. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression quand même qu'il y a des tentatives de création d'IA génératif qui consommeraient moins. Mais c'est clair que c'est pas là. Parfois, si vous avez qu'une question simple à poser, je vous conseille une recherche Google, quoi, plutôt qu'une recherche ChatGPT. Voilà, si vous lancez une recherche sur une IA, c'est que vous avez besoin peut-être de gagner en pertinence, que vous avez besoin de vous poser. Voilà, il ne faut pas que ça devienne votre moteur de recherche, quoi. C'est sûr que sinon, ça va consommer énormément d'énergie pour pas grand-chose. Donc attention à cette problématique-là. Aujourd'hui, c'est très difficile à évaluer en termes d'impact parce qu'on va dire que les éditeurs sont assez discrets sur ce sujet. Mais c'est une réelle problématique, en effet. Ensuite, pour mener un projet, quel outil d'IA conseillez-vous? Alors là, je vais faire un peu une réponse de Normand, mais en fait, ça dépend du type de projet. Je veux savoir. Alors, il y a une fonctionnalité projet dans ChatGPT sur la version pro, je crois, qui permet d'avoir un projet dans lequel on rassemble plusieurs prompts et plusieurs fils de discussion. Donc voilà, ça dépend du type de projet et de ce qu'on veut faire. C'est vrai que voilà, mener un projet, c'est un peu vaste. L'exemple typique pour préparer ce webinaire, j'ai créé un projet qui s'appelait créateur de procédure type. Dedans, j'y ai mis les documents dont je vous ai parlé au début. Et en fait, j'ai tenté sur une procédure de gestion et non-conformité, une procédure de gestion des compétences, une procédure de maîtrise opérationnelle. Et en fait, j'ai plus qu'à poser la question à ChatGPT, procédure de… voilà, et il va activer son questionnement. Donc, ce qui fait que vous conservez des instructions pour un projet particulier. Ça devient assez intéressant. Après, pour mener un projet, il y a aussi Copilot intégré à la suite Office quand c'est déployé au sein de l'entreprise. Alors ça, moi j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai eu l'occasion de le tester notamment sur Teams. Si vous travaillez sur Teams et que vous avez des documents hébergés sur SharePoint, etc., ça permet en fait de faire des recherches et d'agréger des données qui sont contenues dans des documents Word, dans des conversions Teams, etc. Donc là, pour du compte-rendu de projet ou pour du compte-rendu de réunion, c'est vrai que l'enregistrement d'une réunion sous Teams, la transcription automatique et le fait de demander la génération d'un compte-rendu avec un résumé des échanges, le plan d'action à mener, etc., c'est quelque chose qui fonctionne bien, en tout cas avec Teams et Copilot.
Donc ça, voilà, dans le cadre d'un projet, ça peut être intéressant pour la production des comptes rendus, le résumé des échanges d'une réunion. Ça, voilà, c'est un cas d'usage. Moi, je trouve qu'il y a une vraie valeur. Et pour celles et ceux qui aiment bien l'automatisation, je sais que dans la suite Office, vous avez quelque chose qui s'appelle Power Automate, qui est une application de la suite Office. Vous pouvez faire de l'automatisation, donc on ne parle pas d'IA, mais l'automatisation peut être assistée par copilote. Donc c'est là où ça devient intéressant, c'est que vous allez coupler deux techniques, l'IA et l'automatisation, et vous allez pouvoir créer des ponts entre différents documents. Dès que vous recevez un mail, ça va le classer à un endroit, ça fait une réponse. Bon, ça c'est si vous aimez ce genre de choses, l'automatisation. Alors, merci pour ce webinaire. Merci d'y avoir participé. J'aimerais savoir quelle est la valeur ajoutée de Calnet sur l'utilisation des IA présentées. Alors, sur les cas d'usage qu'on vous a présentés, voilà, ChatGPT, c'est pas nous. Donc, ça, c'est évident. Nous, notre valeur ajoutée par rapport à l'IA, donc, on mène un des projets actuellement d'intégration de fonctionnalités d'intelligence artificielle dans nos deux logiciels qui existent. Un Tracaldoc, notre gestion électronique de documents, et un Tracal dynamique pour la dématérialisation des processus. Et voilà, je l'ai évoqué, on travaille autour d'un sujet de création d'assistants et de programmes dédiés au management de la qualité. L'idée, ça serait d'intégrer ces solutions-là dans nos outils et surtout de le faire sur une plateforme sécurisée avec un algorithme que l'on hébergerait dans une bulle sécurisée, sur un hébergement sécurisé, comme on peut le faire déjà pour nos applications, puisque voilà, nous on est hébergeur agréé données de santé, HDS. Donc l'idée, ça serait d'aller vers ce genre de choses dans un environnement sécurisé. Et pour répondre notamment, alors j'ai vu qu'il y a d'autres questions un peu plus loin sur la confidentialité des données, comment être sûr que les données ou les documents qu'on donne sont pas réexploités, etc. Aujourd'hui, sur des outils en ligne, on n'a pas cette garantie-là, et c'est vrai que c'est une crainte et un frein qui est important, et donc c'est sur ces sujets-là et cette valeur-là aussi qu'on travaille côté Calnet. Après, est-ce qu'on utilise des versions pro ou gratuites? Alors, les deux. Ça dépend des outils, moi, personnellement. Ah, j'ai perdu Anthony. Alors, je sais que Anthony... Je suis revenu. Oui, alors je sais qu'Anthony aussi utilise plutôt des versions pro, mais aussi des versions gratuites pour certains outils, d'un outil à l'autre. J'imagine que ça varie aussi. Ça dépend des outils. Comment créer ces prompts? Alors, un prompt simple, c'est les captures d'écran que vous avez vues dans la présentation. C'est les instructions qu'on lui donne. Après, pour créer des agents, par exemple, des assistants, ça peut se faire uniquement sur la version pro, me semble-t-il, de ChatGPT. Pour utiliser des assistants, il faut leur donner du contenu avant. Alors, c'est-à-dire que l'assistant, c'est lui qui va vous poser la première question, et donc à laquelle il va falloir répondre. Donc, il va falloir donner du contenu. C'est pas forcément des documents, mais il va falloir répondre. Par exemple, sur l'assistant, sur la résolution de problèmes, il va falloir donner un peu de contexte sur le problème que vous avez rencontré, dans quel contexte vous évoluez, peut-être les réglementations auxquelles vous êtes soumises. Alors, vous n'êtes pas obligé de donner le nom de votre client, le nom de votre entreprise, etc. Vous pouvez dire que vous êtes une entreprise dans le secteur logistique, que vous faites du transport de marchandises, voilà. Mais effectivement, plus on apporte d'éléments de contexte et d'éléments d'information, plus la réponse que l'on obtient en retour est précise. Oui, complètement. J'ai rien à ajouter, tu te réponds très bien. Alors, la prochaine question, elle est pour toi. Est-il possible que l'IA produise un rapport d'audit, constat par rapport à une norme, à partir de notes qui ne sont pas des constats, sachant les idées fausses présentées au début du séminaire, au début du webinaire, oui. Oui, il est capable de produire un rapport. Bien donc, le besoin, travailler sur une synthèse des parties intéressées avec leurs attentes. C'est le besoin. On peut travailler sur plein de choses du moment qu'on a un contenu qui peut être oral, vocal ou écrit. C'est pareil, aujourd'hui, il y a des IA comme Transcriptor qui vous permettent d'enregistrer les conversations, de les retranscrire à l'écrit, et après, vous pouvez prompter, donc faire des instructions sur ce vocal pour que derrière, ça vous produise du contenu. Donc, rédiger un rapport d'audit selon des notes, c'est totalement possible. Alors attention, comme on vous l'a dit, l'IA a des hallucinations, fait des erreurs. Si vous n'êtes pas expert du domaine, ça ne garantira pas la pertinence de votre rapport. Il y aura peut-être des problèmes avec, je sais pas, de nouveaux chapitres normatifs créés par l'IA, on ne sait comment. Donc, il faut quand même conserver cette expertise-là. Ça peut faire gagner en traitement de la donnée, l'information, etc. Mais si vous n'avez pas ce regard d'expertise compétent,
vous risquez de faire des rapports qui ne sont pas conformes, voilà, qui font appel à des chapitres inexistants. Suite à ce que le document que l'on confie peuvent fuiter sur le net, risque sur la sécurité des données, je pense qu'on l'a abordé largement. Là, effectivement, moi, je vous garantirai pas que les données ne fuitent pas. Donc, être vigilant sur ce point-là. Ensuite, quand vous parlez de la GED avec un sommaire type, est-ce que ça prend en compte l'intégralité de la mise en forme du document qualité en tête et pied de page? Alors là, non. Pas, vous avez vu, je vous ai produit, ça n'a pas fait l'entête et pied de page. Par contre, si vous êtes doué en automatisation, vous pouvez connecter le rendu de ChatGPT avec, par exemple, une mise en forme Canva. Vous avez connecté les deux, et ça, moi, pour l'instant, je travaille dessus, mais c'est techniquement, c'est ma limite de compétence. Mais on peut le faire. On peut demander à ChatGPT d'intégrer par de l'automatisation, de la connexion entre plusieurs outils, un sommaire, que ça respecte un sommaire type. Et alors là, bon, faut prêcher un peu pour ma paroisse, mais c'est vrai que voilà, nous, avec notre outil de GED, Intracaldoc, où on gère tout ce formalisme, cette mise en page, etc., avec une fonctionnalité de modèle de document, c'est tout l'intégrer aussi, de pouvoir intégrer des fonctionnalités d'IA dans ce type d'outil qualité qui gère déjà le formalisme et pour aller plus loin avec l'IA sur une partie contenu. Voilà. Clairement. Ensuite, une question sur l'impact environnemental. J'avance un petit peu, il est 46. Alors, bon, moi, je peux prendre quelques minutes de plus, mais peut-être que les participants ont des contraintes. L'impact environnemental, on en a parlé. L'IA pourrait beaucoup aider pour la réglementation, la compréhension de textes complexes quand on n'a pas de service réglementaire. Oui et non. Pour moi, il y a quand même un sujet de propriété intellectuelle, notamment des normes. Aujourd'hui, voilà, des documents qui sont sous propriété intellectuelle ne peuvent pas être injectés dans des outils comme ça. Enfin, en tout cas, voilà, ça ne respecte pas la propriété intellectuelle. Donc c'est aussi un point de vigilance à avoir, je pense. Oui, totalement. Donc quand j'ai dit oui, c'était surtout sur la partie réglementaire, où là on reste sur du réglementaire pur. Tout ce qui est normatif est soumis à protection de propriété intellectuelle. Normalement, vous vous engagez à ne pas le publier, voilà, et à ne pas le donner à l'intelligence artificielle. Pour le reste, oui, et c'est là où des outils comme NotebookLM peuvent vous aider. Vous rentrez tous vos textes réglementaires applicables et ça peut, enfin tous ou une partie, ça peut vous aider à mieux les comprendre. Donc oui, bien entendu que ça peut vous aider sur ce sujet-là. Et après, ça a ses limites, c'est à vous de traiter l'information, c'est à vous de créer l'outil qui va avec, voilà. Donc, ça, c'est à vous de choisir. Après, entre passer par un organisme qui, lui, est compétent en la question et qui vous propose un applicatif, ou le faire vous-même à coût différent, mais à temps plus important. Après, travailler sur une synthèse des parties intéressées avec leurs attentes, pour moi, en fait, ça reboucle avec le cas que tu nous as présenté, voilà, on travaille sur un tableau blanc, un brainstorming, on anime un atelier de travail, et puis à partir de là, le résultat, on organise les idées et on produit un support. Je pense que le cas que tu nous as présenté est complètement transposable. Ensuite, le meilleur outil d'IA, selon nous. Alors moi, je vais faire une réponse de directrice produit. Le meilleur outil, c'est celui qu'on prend plaisir à utiliser, avec lequel on se sent à l'aise. Voilà. Et c'est valable pour l'IA comme pour n'importe quel logiciel. Le meilleur outil, c'est celui qu'on utilise et qui nous va bien. Après, il y a tellement de possibilités aujourd'hui que c'est une question d'habitude, une question de besoin. Tous les outils d'IA font pas la même chose. Donc, voilà. On peut pas avoir trop de réponses là-dessus. Je te rejoins. Possible de générer un logigramme avec l'IA, pareil, on l'a dit, la génération d'images, c'est pas encore, voilà. Est-ce qu'à partir d'un programme informatique, l'IA peut générer un cahier de recettes de ce programme? Oui, alors ça dépend des conditions d'accès qu'a l'IA sur le programme. Sinon, il va falloir le détailler un maximum pour donner ses fonctionnalités et aller un peu plus dans le détail. Et le cahier de recettes pourra être créé pour en vérifier la conformité de version, des choses comme ça, bien entendu. Mais là, il va falloir pousser le questionnement avec l'IA pour avoir un cahier de recettes qui soit réellement spécifique à votre programme, puisqu'elle ne pourra pas rentrer dedans, normalement. Et l'IA peut-elle aider pour créer des tableaux de bord et tableaux croisés dynamiques? Alors, la génération de formules Excel, ça fonctionne extrêmement bien. Oui. De lui dire, j'ai tel type de données dans une cellule, j'ai tel type de données dans une autre, et j'aimerais bien savoir la différence ou comment calculer ça. Pour proposer des formules Excel ou en corriger certaines, ça marche plutôt pas mal pour l'avoir testé à plusieurs reprises. Je sais pas si tu en as fait l'expérience.
Oui, oui, j'ai testé, oui, avant, mais voilà, je préfère quand même aller encore sur des forums d'entraide, souvent sur Internet, mais effectivement, ça aide beaucoup. Vous avez même une fonctionnalité de Google qui peut regarder votre écran en temps réel et qui peut vous dire, bah tiens, sur cette cellule-là, tu pourrais mettre telle formule. Bon, attention après la confidentialité des données, mais il y a des nouvelles IA qui sont quand même assez folles, qui pourront aider à terme à faire des choses assez sympas. Dernière question, l'IA peut-elle m'aider à faire des gap analysis détaillant les remplacements et suppressions de mots entre deux versions de normes? Donc là, ce qu'on disait, hein, les normes sont soumises à propriété intellectuelle. Donc injecter des normes, quand bien même vous les avez achetées dans des outils d'IA libres, ça n'est pas respecter la propriété intellectuelle des auteurs des normes. Donc voilà, Mm. moi je vous encourage évidemment pas à le faire. Mm. Je te rejoins. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des questions. Donc on a mis le support dans le chat à disposition des participants. Non? On peut pas mettre de support, par contre, on peut leur envoyer par mail après. Ok, et ben on avait fait quoi la dernière fois? On avait fait ça aussi, on avait envoyé par mail. On peut Ok. pas glisser des choses en PDF. Eh ben, on va vous envoyer le support par mail. On a vos adresses mail lors de l'inscription. Donc, on va s'occuper de ça pour vous l'envoyer. Donc, le petit sondage, si vous n'y avez pas encore répondu. Merci à tous. Vous étiez nombreux. Je sais pas exactement combien de personnes étaient connectées. J'ai pas regardé, mais en tout cas, d'accord. Et en tout cas, vous étiez un peu plus de 200 à être inscrits. Donc, alors qu'on on sait qu'on est sur une période de pont, un mois de mai un peu compliqué. Donc, merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps. On vous envoie le replay et le support très vite. On essaye d'ici la fin de semaine, sinon au plus tard, début de semaine prochaine. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Marie.